nous recevons Vincent Maillard pour Le Smoking des Orques, son dernier roman. C'est aux éditions Philippe Ray. Alors, tu es un ancien grand reporter ou tu es toujours grand reporter? C'était ma première question, ça, de la soirée. Je suis un ancien grand reporter parce que, en effet, je vois tout de suite déjà le grand débat. Non, il n'y a pas de grand débat. En fait, j'étais journaliste et je suis devenu documentariste, et c'est en effet une transition qui n'est pas toujours simple. Mais donc j'étais en effet grand reporter et je ne le suis plus depuis que je suis réalisateur de documentaires. Puisque la démarche de réalisation, elle est une démarche d'auteur déjà, par rapport au métier de journaliste qui consiste à essayer de rester en retrait, de tenter d'être sinon objectif, du moins un peu neutre. Et donc oui, c'est une ancienne vie ça pour moi, grand reporter. Alors quand nous t'avons contacté il y a quelques mois, c'était pour parler de ce roman Métanique. Et puis tu nous as dit, mais là j'ai un prochain roman qui sort au mois d'avril, donc celui-ci. Mais j'aimerais quand même qu'on dise quelques mots de Métanique. On aurait pu faire 2 soirées. En fait. On aurait pu faire 2 soirées. C'est voilà, moi, bon, je me plie à votre organisation, mais ça valait peut-être le coup. En tout cas, j'étais super heureux que toi, tu m'en parles. C'est en effet un livre qui est, à mon avis, passé un petit peu sous les radars. Et bon, voilà, Ramsay, c'est un éditeur qui n'est plus ce qu'il était. Ça a été un peu compliqué. Donc voilà, je regrette un peu, en fait, la diffusion du livre. Et je le regrette. Et donc, j'étais super heureux que toi, tu le remarques et que tu aies envie d'en parler, en effet. Eh bien oui, parce qu'on en avait un petit peu parlé quand on t'avait reçu pour L'Os de Lebowski. Et alors moi, j'ai adoré ce roman. On reviendra plus longuement sur Le Smoking des Orques après, bien évidemment. Alors, ce roman, c'est un roman d'anticipation, mais à très court terme. Puisqu'il ça se passe en 2024, ça se passe dans moins d'1 an. Et on va rencontrer, alors comme d'habitude, plein de personnages, avec des personnages très fouillés et très intéressants. C'est à chaque fois des belles rencontres, notamment ces 2 chercheurs, Elena et Christoval, qui vont découvrir, je vous fais la trame rapidement, qui vont découvrir que la fonte du permafrost dans le Grand Nord Arctique est en train de s'accélérer dangereusement. Et ce, bien évidemment, dû au réchauffement climatique. Le méthane qui s'en dégage augmente à vitesse grand V le phénomène de l'effet de serre. Alors c'est une catastrophe annoncée qui risque d'anéantir la vie de milliards de personnes à très très court terme. C'est ça, si j'ai bien résumé. Alors comment t'es venue cette idée d'anticipation, pas si anticipation que ça finalement? En fait, Métanique, c'est typiquement le genre de propos qui me vient du documentaire. C'est-à-dire que c'est un sujet, tout ce qui relève du collapse et de l'effondrement, dont on parle beaucoup, c'est un sujet sur lequel j'ai pas mal réfléchi, pas mal travaillé. J'avais des projets documentaires, dont certains n'ont pas abouti. Enfin bref, en tout cas, c'est un sujet qui est lancinant chez moi. Et je me suis dit, je pense que c'est en effet efficace d'utiliser aussi, parce qu'en fait, on parle beaucoup de réchauffement climatique, de catastrophes et tout ça, mais presque à longueur de journée. Au bout d'un moment, ça devient une musique qu'on n'entend plus. Et je crois que la fiction peut renouveler un peu les discours qu'on peut avoir sur le danger, en effet, de ce moment qu'on vit, et qui est vraiment un moment, à mon avis, cataclysmique. Et donc, voilà, l'idée tu l'as résumé, c'est-à-dire que l'idée, c'est juste c'est ce qu'on fait souvent en fiction, c'est-à-dire de pousser le curseur de la réalité, simplement. C'est-à-dire qu'on est déjà, en fait, dans cet effondrement. Simplement, en effet, c'est quelque chose qui est un peu sur le moyen ou long terme. Et là, il s'agit simplement de l'accélérer. C'est-à-dire que, alors, c'est une hypothèse scientifique et débattue dans la communauté scientifique, mais dont certains scientifiques pensent qu'elle peut, en effet, advenir. C'est-à-dire, en effet, si tout à coup, le permafrost se dégèle, il peut y avoir une libération de méthane telle qu'en effet un effet de boucle se met en place, et que l'accélération du réchauffement peut être considérablement démultipliée. Donc moi je me place dans cette hypothèse, et d'une certaine manière, oui, il y a un scénario un peu catastrophe, c'est-à-dire que tout à coup, c'est Don't Look Up un peu d'une certaine manière, c'est-à-dire que voilà, la catastrophe est là, et comment on réagit à cette catastrophe, et d'une certaine manière, ce qui est raconté dans le livre, c'est qu'on réagit pas tellement plus qu'aujourd'hui, c'est-à-dire que l'homme est ainsi fait que tant qu'on n'est pas directement impacté physiquement par quelque chose, ça reste de l'ordre de l'intellect, et ça reste de l'ordre de bon, on va bien trouver une solution, quoi. Et c'est simplement ce mécanisme-là qui est poussé jusqu'à ses derniers retranchements
pour expliquer à quel point en fait ça va être difficile, quoi, à quel point ça va être difficile. Après, bien sûr, c'est un roman, donc comme tu l'as dit, il y a des personnages, c'est un groupe d'amis en fait, et c'est comment ce groupe d'amis va être en effet perturbé, bousculé vraiment par les événements, parce qu'ils ont une différence de conscience de ce qui est en train d'advenir, et puis aussi parce que ça bouscule beaucoup de leur... C'est des gens qui étaient, tu l'as dit, des intellectuels, des gens plutôt engagés, plutôt à gauche, et qui se rendent compte en fait que leurs engagements étaient très insuffisants par rapport à ce qui se passe. Et donc ça vient perturber aussi toutes leurs croyances. Et donc, bon, après il y a des histoires, voilà, il y a un conflit entre deux frères qui est extrêmement important, il y a ce scientifique dont tu as parlé qui trahit en fait d'une certaine manière parce qu'il accepte de vendre un brevet de captation du méthane à un groupe pétrolier. Donc il y a cette réflexion sur la manière dont, en effet, à partir du moment où on laisse le marché, le business décider des choses, eh bien, on est complètement démunis et en effet, on ne peut plus rien faire, quoi. Voilà. Ces 4 personnes sont un peu vont subir les conséquences de cette découverte. Donc Elena, qui est une des 2 chercheuses, elle cherche à avant tout prévenir le monde, un peu comme tu le dis, à la Don't Look Up, un peu prévenir le monde de cette catastrophe qui arrive et dont il faut se prémunir au plus vite et en tout cas chercher par tous les moyens, excusez-moi, à se protéger, cacahuète. Et puis on a Cristobal, donc, qui lui est le plus scientifique des 2, le chercheur qui est plus axé scientifique, qui lui va découvrir une solution pour utiliser ce permafrost et s'en servir de cette fuite de permafrost, qui va déposer un brevet, qui va vendre, comme tu le dis, à l'ennemi, pas à l'ennemi, mais au plus offrant. Et il y a aussi l'impact que va avoir cette vente de brevets sur sa condition à lui, alors que c'était un peu un chercheur à la Géo trouve tout, un peu, qui tout d'un coup va se retrouver multimillionnaire sur une signature au bas d'un contrat. Et on va suivre tous ces personnages. Les 2 autres sont un ami d'enfance, Marc, qui lui travaille dans la police, et puis Tanguy, qui lui est le frère de Cristobal et qui lui est le beau gosse à qui tout réussit, homme d'affaires, qui a gagné beaucoup d'argent, qui roule dans un gros 4x4 et qui a une belle maison avec piscine et pelouse coupée au cordeau. Voilà. Et on va voir l'importance, en fait c'est l'importance de ce réchauffement climatique et de ses conséquences sur les gens. Et on a un panel de 4 personnes qui tous vont réagir de façon différente, en fait. Oui, absolument. C'est-à-dire que, encore une fois, il y a la compréhension intellectuelle des choses. C'est le cas de ces chercheurs qui sont particulièrement intelligents, évidemment, mais qui sont, comme tout le monde, en fait, pris par des affects et des sentiments particuliers. Et en effet, ce Cristobal, il a un problème avec son frère, en fait, qui est en fait son demi-frère, enfin même pas, en fait, c'est un frère de lait. Et il y a un conflit, enfin une compétition entre eux qui fait que, d'une certaine manière, lui qui a toujours été écrasé, quand tout à coup il trouve l'opportunité de pouvoir tout à coup signer un contrat qui lui fait passer au-dessus de son frère, eh bien il le fait quand même, même si c'est contre tout ce à quoi il croit. Et en effet, en faisant ça, il vend son âme. Enfin, c'est ça. Hein. Il y a quelque chose qui est aussi le mécanisme là qui est intéressant, c'est ce que tu as dit encore, c'est que quelle que soit la catastrophe, il y a encore de l'argent à faire avec la catastrophe. Et là, il y a du méthane, donc le méthane, c'est du gaz et ça se vend, donc les groupes pétroliers sont intéressés, en effet. Et jusqu'au bout, en fait, ce système est tellement fou, parce qu'en fait, personne ne le maîtrise, c'est ça l'histoire. C'est quelque chose qui est inhumain au sens propre. Il n'y a pas d'humains qui sont aux manettes pour décider des marchés. Et donc, c'est une machine folle au sens propre, c'est-à-dire que personne ne la pilote, et qu'il y aura toujours des intérêts pour essayer de grappiller des choses. Donc lui, il se soumet à cet ordre-là, en plus... quand même aussi séduit par une avocate d'affaires. Oui, on n'a pas parlé du 5e personnage du livre. Non, qui est quand même particulièrement irrésistible. Donc, Maud, c'est une bombe atomique. Je sais pas, mais en tout cas, ah bah si, elle est très séduisante comme ça. En tout cas, elle séduit même Cristobal, et donc qui est un mathématicien, qui est un peu dans son monde des chiffres. Et du coup, voilà, il y a aussi ça qui rentre. C'est son métier, en fait, de séduire. Elle. Un peu. Bah, bien sûr, oui, avocat d'affaires. Elle travaille pour un gros cabinet d'avocats d'affaires. Je dis ça juste parce qu'en fait, le principe d'une histoire, c'est aussi quand même d'essayer de... Parce que là, on a l'air de raconter une catastrophe définitive et sans espoir. Ah ben non, justement, mais on... Il y a des parties... Non, puis il y a aussi des passages. Enfin, je veux dire, c'est ce passage où, en effet, on lui propose ce contrat mirobolant. C'est une invitation aux îles Vierges, dans un endroit absolument paradisiaque. Et en effet...
ce sont le genre de situations qui sont, en tout cas moi, qui m'intéressent, parce que tout à coup il y a une aération dans le récit, et je pense que pour le lecteur c'est pareil, c'est-à-dire qu'on a quelque chose qui est très oppressant, très angoissant, et que tout à coup, le simple fait d'être invité dans un palace avec des piscines magnifiques, avec des cocktails magnifiques. On comprend même pas ce qui lui arrive. Mais oui, voilà. Alors lui, ce qui m'intéresse, c'est le décalage de lui qui n'est pas du tout habitué à ce monde-là. Et en effet, il fait ses premiers pas dans un monde dont il ignorait tout. Mais en tout cas, c'est aussi un plaisir, en tout cas moi, d'écriture et j'espère de lecture, de s'aérer, de changer d'univers et de pas rester dans le noir trop. Voilà. Et alors, ce qui est très bien dans ce roman, puisqu'on parle de scientifiques, il y a des passages quand même un peu pointus sur la science, sur ce qui se passe avec ce permafrost, etc. Et ce qui est bien, c'est que c'est à la portée de tous. Il ne faut pas avoir Bac+12 pour comprendre l'enjeu et pour comprendre les termes du contrat et quelles sont les ficelles tirées. Voilà, ça s'appelle Métanique. Christelle, là encore, il y en a à vendre. C'est un super roman. Alors, malheureusement, comme me disait Vincent, il est un peu passé à travers les radars, mais c'est vraiment un roman qu'il faut lire. Vraiment. Il reste 6 mois avant 2024. Ouais, après, il s'autodétruit. Ouais, c'est ça. Alors, donc, au départ, on est là pour le Smoking des Orques. Alors, je l'ai dit, c'est aux éditions Philippe Ray. C'est ton 4e roman. Tu n'as pas encore décidé de vivre que de la littérature? D'abord, c'est un truc qui est difficile à décider. Parce que, sauf si tu décides voilà, si tu décides de vivre uniquement d'amour et d'eau fraîche, peut-être que c'est possible en effet de décider de faire que de l'écriture. Mais malheureusement, non, j'en suis pas encore là. D'ailleurs, c'est pas vraiment un sujet. Moi, je continue à travailler un peu pour la télévision, tout ça. J'essaye, enfin. Non, j'essaye de pas du tout penser à cet aspect-là des choses. Je sais à quel point sont rares les romanciers qui vivent de leur plume, ça tout le monde le sait. Et pour moi, c'est une chance d'être publié, c'est déjà énorme. Et donc non, j'ai pas pris cette décision, si tant est qu'elle puisse se prendre. Alors, le Smoking des Orques. Donc, on a dit tout à l'heure que tu étais actuellement réalisateur de documentaires. Cela a toute son importance dans ce roman, puisque nous allons suivre Sébastien, qui est le narrateur de l'histoire, qui est lui aussi réalisateur de documentaires et narrateur de cette histoire. Donc, et dès le prologue, page 7, Seb nous accroche et nous lâchera plus avant la fin de son récit. Ça, c'est un truc, je vous promets, de la première page à la dernière. Prenez-le pas avant de vous endormir, parce que vous avez passé une nuit blanche, je vous le dis. Alors, la page de garde, il y a un message un peu... le prologue est un peu particulier, et il surprend par rapport à ce qui va suivre. Alors, je lis les 2 premières lignes. Il y a bien longtemps, une femme qu'on avait surnommée la putain de la République avait menacé de publier un dossier capable de faire sauter la dite République. À part elle-même, elle n'a rien fait sauter du tout. Mais moi, oui. Je m'en vais la compter pas plus tard que tout de suite. Je vais imprimer ce texte en 5 exemplaires et l'envoyer à l'AFP, etc., pour faire sauter cette putain de République. Alors, vous vous souvenez de qui était la putain de la République, ouais? Alors, Christine Devier-Joncourt, qui était très médiatisée à l'époque, dans les années 90, suite aux affaires des frégates de Taïwan, sa relation avec Roland Dumas, l'affaire Elf, Aquitaine également. Elle était emprisonnée que 5 mois, on va dire, à Fleury-Mérogis. Missionnée par l'État, elle avait dans ses grandes années des revenus s'élevant à 250 000 francs par mois. Donc, voilà. Et elle avait des dossiers explosifs entre les mains, qui ont juste fait les beaux jours des médias, en fait. Oui, c'est quelqu'un qui a cru qu'avec quelques informations, elle allait pouvoir, en effet, des informations en effet scandaleuses, mais qui étaient très insuffisantes à elle toute seule pour affronter un système qui est un vrai système. C'est-à-dire, c'est pas simplement 1 ou 2 hommes politiques, et c'est tout un système. C'est un système qui se tient, et c'est pour ça qu'il est aussi résilient et persistant. C'est qu'il est plus solide qu'on ne croit, enfin, il est même très solide. Et donc, en fait, cette pauvre femme, oui, qui a été... Bon, après, elle a une part de responsabilité, bien sûr. Voilà.
ça a fait flop complètement. Voilà, elle a fait mousser en fait quelque chose. Elle a survendu son truc aussi. Et les médias se sont précipités dessus et comme elle n'avait pas suffisamment de billes. Enfin, c'est une histoire très complexe. Et ce qui est sûr, c'est que elle a, comme plusieurs personnes, hein, elle a cru avoir des dossiers suffisamment explosifs. Et en fait, ça marche jamais cette histoire-là. C'est-à-dire que il peut y avoir une tête ou deux qui tombent, il peut y avoir Cahuzac, il peut y avoir... Mais en fait, le système, lui, se tient très, 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 très puissamment. Et en particulier la Ve République, qui rend un président de la République absolument... qui est en toute impunité, enfin bon. Et donc, là, il y a juste un clin d'œil. Alors, un clin d'œil qui est un peu compliqué, parce qu'il parle à des gens d'une certaine génération. Pour les plus jeunes, c'est un peu compliqué, cette histoire de putain de la République, mais c'est pas très grave, en fait. Ce petit prologue, il est juste pour, en fait, juste signaler que toute l'histoire qui va suivre sera un petit peu plus complexe qu'il n'y paraît. C'est ça. Et surtout va soulever quelque chose qui est plus compliqué qu'il n'y paraît aussi au départ, etc. Mais c'est un truc un peu de narration, c'est-à-dire que c'est juste pour dire attention, soyez attentifs, ça va pas être aussi simple qu'on le croit, parce qu'après tout, c'est un documentaire, c'est un livre qui parle d'un documentariste qui veut faire un film sur les orques. Donc on est très très loin de quoi que ce soit de politique, de financier, de scandaleux ou de quoi que ce soit. Sauf que, voilà, il va y avoir un coin de voile qui va se soulever et qui va l'entraîner beaucoup plus loin qu'il ne le croit, et ce clin d'œil de départ le laisse supposer. Voilà. Pour finir rapidement sur Christine de Biézoncourt, est-ce que je vois que ça attire, ouais. Ça a suivi, parce que tu sais, moi je me souviens de cette histoire, mais je ne me suis même pas repenché dans les dossiers et tout ça. Par exemple, que tu penses question, je serais incapable de répondre. Est-ce que tu ne penses pas que toi, travaillant dans la télé, connaissant ce milieu-là, est-ce que tu ne penses pas que d'avoir fait les beaux jours de tous les talk show people et variétés bidons, ça n'a pas désamorcé le propos de lui-même en fait? Je ne saurais pas te répondre à ça. C'est possible en effet. Ce que je crois moi, c'est que Roland Dumas, il avait été garde des Sceaux et après au Conseil constitutionnel. C'est-à-dire deux postes où tu ne feras plus rien bouger en termes de justice. C'est-à-dire que toutes les enquêtes seront à un moment ou à un autre enterrées. Voilà. Et donc, c'est le système dans lequel on est en France, où en effet, il n'y a pas assez de contre-pouvoir et où la magistrature n'est pas indépendante. Et donc, le problème, moi, c'est plutôt ça. Le rôle des médias, en effet, comme d'habitude, d'avoir essayé de faire du buzz et de l'argent avec cette histoire, évidemment, c'était génial. Tu vois, une fille qui dit « je vais faire sauter la République », c'est prétentieux. Oui, c'est prétentieux. Et en effet, eux, ils se sont fait avoir dans le piège. C'est-à-dire que ce qu'on peut dire, en effet, c'est que les journalistes, à l'époque, et c'est toujours le cas, ça a toujours été le cas, plus ou moins, c'est qu'il y a l'aspect spectaculaire des choses, l'aspect showbiz, l'aspect people, l'aspect etc., qui est encore plus facile à vendre qu'une enquête fouillée sur, en effet, les dossiers dont elle disposait. Ça, c'est sûr. Alors, passé ce prologue, donc on va suivre Seb, qui est donc réalisateur de documentaires, et il insiste d'ailleurs lourdement sur la différence entre documentaire et reportage, avec un humour bien à lui qui va garder tout au long de la narration. On rit beaucoup dans ce livre, pas que, mais on rit beaucoup. Et il a un humour drôle, sarcastique, et alors il tient à faire la différence entre réalisateur de documentaire et réalisateur de reportage. Alors c'est quoi cette différence finalement? Je crois qu'au début du livre, il dit j'arrête d'essayer d'expliquer ça parce que c'est plus compliqué que d'expliquer la différence entre la relativité générale et la relativité restreinte d'Einstein. En effet, moi-même, donc j'ai fait ce parcours, j'en disais deux mots tout à l'heure, entre le journalisme et le documentaire. Et c'est en fait une étape que personne ne perçoit, parce que il y a des reportages qui durent, moi je travaille pour la télévision, qui durent 52 minutes, et un documentaire ça peut durer 52 minutes. Après tout, ce sont des images avec du commentaire, du son. Bon. Mais il y a une différence fondamentale qui est que, je le disais tout à l'heure, c'est-à-dire qu'un travail de journaliste est censé être un travail le plus factuel possible, le plus objectif possible, etc. Bon, voilà, avec l'idée que le journaliste, même s'il peut témoigner de ce qu'il a vécu, essaye de garder son point de vue au maximum pour lui et d'essayer d'être transparent de ce point de vue-là. Et le travail du documentaire, c'est précisément l'inverse. C'est-à-dire que ça consiste à dire je fais un film et non pas un reportage, et j'affirme un point de vue. Et c'est un point de vue qui est à la fois un point de vue sur le propos
sur le fond des informations et sur la forme surtout, c'est-à-dire que tout à coup il y a une réflexion cinématographique sur la manière dont on raconte l'histoire, par quoi on commence, par quoi on finit, quel ton on emploie, quel style d'image on emploie, etc. Donc c'est un travail qui est très différent techniquement quand on travaille pour la télévision, mais c'est vrai que c'est toujours un peu confus, et lui-même, bon, moi je connais bien, puisque on écrit bien sur les choses qu'on connaît, voilà, et donc on peut pas, à partir de rien, on peut pas tout inventer, et naturellement, moi c'est un sujet qui me tient à cœur, notamment parce que, en fait, cette idée, évidemment, que le journalisme serait quelque chose qui serait au-dessus du point de vue, et qui serait une sorte de vérité surplombante, évidemment ça n'existe pas. Et moi, c'est ce que j'ai compris en étant journaliste, surtout à la télévision. C'est-à-dire qu'il n'y a jamais de vérité objective. Il y a toujours un point de vue. Et un point de vue qui est gommé, c'est-à-dire un point de vue qui s'exerce parce qu'on recrute des journalistes qui sortent de telle ou telle école, qui font quelques années de pige, et puis ceux qui sont un tout petit peu trop remuants, ils ne restent pas. Et donc, au final, en fait, il y a une uniformisation, il y a quelque chose du formatage, en effet, et dans le choix des sujets, dans la priorité des sujets, dans la manière dont on traite les sujets, il n'y a pas d'objectivité du tout. Et moi, je trouve beaucoup plus honnête, en fait, de revendiquer un point de vue et de dire, voilà, c'est ce que je pense, et c'est sujet à débat, bien sûr, mais au moins, je ne me cache pas derrière une prétendue vérité qui est, d'ailleurs, le discours les discours des gens qui nous dirigent. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a au sommet des gens qui sont tout le temps en train de nous expliquer qu'il y a une sorte d'expertise au-delà des idéologies. Les gens vous disent toujours, par exemple, il n'y a pas d'idéologie. Non, mais ça, c'est de l'idéologie. Dès que tu avances un argument. Mais oui, mais si, il y a de l'idéologie partout. Et surtout dans le marché. C'est-à-dire que ce qu'on nous vend, c'est l'idée qu'il y aurait quelque chose qui est une réalité, notamment financière, économique, qui est, voilà, comme la météo. Non, non, non. Ce sont des choix politiques qui se discutent. Et cette manière dont on a tous, et surtout les journalistes de la télévision, intégrer cette idée qu'il y aurait quelque chose qui est incontournable, qui est la réalité financière, la réalité des déficits. La caisse des retraites en déficit, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Tu vois, il y a une sorte de chose qui est non discutable. Et ça, ça a beaucoup contaminé le métier de journaliste. Et du coup, je crois qu'un journaliste honnête, en tout cas à la télévision, parce qu'il y a des sites sur lesquels il y a des vrais travaux de journalistes, des vraies enquêtes, et évidemment que tout ça doit être nuancé, mais en tout cas, sur les grandes chaînes d'information, ou les chaînes d'info en continu, etc., il y a des journalistes qui sont pris sans s'en rendre compte, dans une machine idéologique dont ils n'ont aucune conscience, en fait. Et je trouve que c'est sain, quand tu as cette conscience, de passer au documentaire en affirmant quelque chose. Outre le fait que, quand on manipule des images et des sons, on s'adresse surtout à l'affect des gens plutôt qu'à leur intelligence, et que du coup, c'est plus intéressant, en fait, de l'assumer complètement, et de revendiquer un statut de réalisateur avec des options, des choix, où tu sais ce que tu veux provoquer chez le spectateur, plutôt que de dire « j'ai fait un reportage ». Voilà. Coluche disait d'ailleurs, on ne peut pas dire la vérité à la télévision, il y a trop de monde qui regarde. Ouais, exactement. Alors on va suivre donc l'histoire de Seb, donc ce jeune réalisateur, intermittent du spectacle, il reviendra plusieurs fois dessus, qui a réussi à convaincre son producteur, John Luke, sur la nécessité d'un documentaire sur les orques. Il part à Nice en repérage au parc aquatique Océland pour assister à un spectacle avec des orques. Parc qui est tenu par un couple bien en vue, faisant les beaux jours de la presse niçoise et de la presse people, Alexandre et Amélie Hearst. Alors ce qu'il faut savoir quand vous lirez ce roman, c'est que tous les noms qui sont cités, tous ces gens ont une importance fondamentale dans le roman. Donc on va avoir droit, alors moi c'est ce que j'ai adoré dans ce roman, c'est dans toutes les situations dans lesquelles se retrouve Seb, que ce soit les situations ou les aventures qui lui arrivent face à telle ou telle chose, on a toujours droit à une belle aparté de Seb avec encore une fois un humour, mais c'est à tomber. Donc j'ai pas relevé tout, il faudra un autre livre pour relever toutes les métaphores qu'il fait, qui sont toutes plus drôles les unes que les autres. Et notamment sur, moi j'ai beaucoup aimé sur la population de ces parcs d'attractions. J'aimerais que tu m'en dises deux mots. D'abord une chose, est-ce que tu as été
visiter des parcs d'attractions pour écrire sur Oui, oui, j'y suis allé malheureusement. Parcs d'attractions aquatiques, pardon. Ouais, non, mais malheureusement, c'est une expérience épouvantable, évidemment, de voir ces animaux. Je le savais, mais j'ai été dévasté, vraiment, parce que je sais pas, je trouve que on sent. J'ai fait il y a longtemps un documentaire sur les chimpanzés, j'avais eu le même choc, si tu veux, c'est-à-dire que tout à coup, tu te retrouves face à des êtres dont tu sens bien qu'ils sont, même par rapport à un chien ou un chat, entre les deux, tu vois. Tellement il se passe quelque chose avec... tellement leur intelligence et leur sensibilité est perceptible, et je trouve que, du coup, c'est encore plus épouvantable de voir ces animaux traités de cette manière, et vraiment, ça a été un souvenir vraiment pénible pour moi, mais oui, je l'ai fait. Alors après, la population... Alors, c'est compliqué de parler... D'abord, c'est toujours compliqué de parler d'un livre qu'on a écrit, parce que on prend son temps pour écrire chaque phrase. Mais oui, mais ce qui est compliqué, si tu veux, c'est que tout ce que je peux dire va être en deçà de ce que je peux écrire, parce que je n'ai pas la vitesse à laquelle je parle, et je prends mon temps, et je réécris tout ça. Donc c'est compliqué, c'est toujours un peu... Tu vois, j'ai toujours un peu honte, en fait, de ce que je peux dire. Alors, ce qui est sûr, c'est qu'il y a ces gens qui viennent visiter ces parcs... si tu veux, mon souci quand je parle d'eux, parce que je m'en moque un peu, c'est-à-dire que c'est un public très populaire, qui se posent pas trop de questions, bien que dans un coin de leur tête, ils se disent c'est un peu bizarre quand même, les dauphins, les orques, tout le monde est de plus en plus conscient que ça, c'est un peu un problème. Donc, mais on fait avec, et puis c'est pour les enfants, bon... Voilà, donc il y a un discours qui est un peu acerbe contre ces gens qui viennent là, dans un parc d'attractions, consommer, applaudir, mais j'essaye, en tout cas, ce que je veux dire simplement, c'est que j'essaye de ne pas être trop cruel, parce qu'il y a une facilité à se moquer des gens simples, en fait, et des gens ordinaires. Et j'essaye parce que ça, je déteste ça, tu vois, mais en même temps, je ne peux pas m'empêcher. C'est-à-dire que quand une situation m'amuse, et il y a quelque chose de dramatiquement drôle, en fait, dans ces gens qui viennent voir le gentil dauphin, c'est-à-dire qu'ils sont dans un monde parfaitement enfantin, en fait, et qui se puérilisent, ça n'existe pas ce mot, mais je l'invente là, eux-mêmes pour profiter du spectacle, comme s'il n'y avait pas d'enjeu, comme si c'était bon. Ça peut être attendrissant, dans le cas d'espèce, c'est évidemment un peu cruel, et du coup, j'ai peut-être un peu la dent dure avec ces gens, tout ce public là, voilà, très simple et très, très, très affligeant, en fait. Ils sont affligeants, ces gens, mais... et puis il y a un effet de groupe, comme toujours, c'est-à-dire que quand on est dans un public et que tout le monde se met à hurler ou à applaudir, bah, on est un peu porté par ça malgré tout, et voilà, bon. Mais encore une fois, mon souci quand j'écris ces scènes-là, c'est le début du livre, j'essaye, je sais pas si j'y arrive, mais j'essaye de pas être trop cruel, parce que je trouve que c'est un peu... Non, c'est drôle, c'est pas cruel, c'est drôle. Alors drôle, c'est pareil. Drôle, en fait... c'est pas moqueur, c'est la perception qu'il en a qui est drôle, oui, en fait. C'est ça. Puis lui, surtout, il est complètement décalé, parce qu'il est là, il voudrait être ailleurs, et du coup, il a ce regard encore plus... Bon. Et dans ce parc aquatique, il va faire une rencontre surprenante, justement, par rapport à ce que tu disais à l'instant sur ton commentaire sur les chimpanzés. Ouais, il a une rencontre avec l'orque femelle à travers le hublot de ces grands aquariums énormes. Et il y a un moment qui est quand même captivant, là, entre le regard de Paula. Paula, c'est le nom de l'orque femelle. Et lui, il sent qu'il y a quelque chose qui se passe là. Oui, bah c'est ce que j'essayais de dire tout à l'heure. Et en effet, il y a un échange de regards. Et ce qui est très troublant, c'est qu'en effet, il y a d'abord une majesté de cet animal qui est quand même absolument stupéfiante. Parce qu'une orque, ça fait la longueur de cette salle. Ça bouge d'une manière absolument imperceptible, avec une grande grâce. Avec une puissance dont on sent immédiatement. Donc voilà, il y a quelque chose d'absolument fascinant. Et en même temps, encore une fois, il peut y avoir une interaction dont on comprend que derrière cette masse, c'est le cas avec les éléphants un peu aussi, hein, mais les orques, je trouve encore plus d'une certaine manière, il peut y avoir cette idée que tout à coup... alors, est-ce que c'est une projection de Sébastien? On n'en sait rien, mais en tout cas, il y a une interaction dont lui vit la chose comme si c'était une sorte de rencontre amoureuse, en fait, et un coup de foudre. Et lui-même ne se l'explique pas, c'est-à-dire qu'il est lui-même étonné de sa propre réaction, et c'est ça qui est intéressant, c'est-à-dire qu'il y a sans doute une projection de sa part, mais on n'en sait rien, en fait. C'est-à-dire que ce qui est dit là, c'est que on sait sur les orques qu'elles ont, on dit en français,
un cerveau limbique extrêmement développé, beaucoup plus que nous, qui est donc le cerveau des émotions. Et donc on sait que ce sont des animaux qui sont dans l'émotion d'une manière incroyable, beaucoup plus que nous. Beaucoup moins, peut-être moins rationnels, encore qu'ils ont une grande intelligence, mais dans l'émotion pure d'une manière incroyable. D'où leur lien entre elles, etc. Et en effet, peut-être que lui, en tout cas, il a senti ça dans ce regard, parce que c'est un œil qui est difficile à voir, un orque, hein, mais s'il y a cet échange de regard, il peut se produire ça. En tout cas, c'est ce que j'essaie de dire. C'est-à-dire que d'emblée, il comprend qu'il a affaire à un être qui échappe aux standards de ce qu'on a l'habitude de projeter chez un animal. Voilà. Et puis après, donc, il va assister au spectacle avec les orques. Et lors du spectacle, Ludo, un beau gosse au sourire ultra bright plaqué sur le visage. À un moment, tu te dis, même en dormant, il doit sourire. Voilà, je sais plus, le truc à chaque fois qu'on me dit, ou tu me dis gentiment d'ailleurs, qu'il y a des passages drôles et tout ça, pour moi c'est compliqué parce que j'en sais rien. Ce que je sais, c'est que je suis sûrement moins drôle là encore que quand j'écris, en vrai, mais je sais pas d'où ça vient en fait. Je pense que ça, comme on m'a déjà posé la question, je me suis dit que j'essaye sans doute de... Ça peut être pénible d'écrire en fait. Ça peut être long et fastidieux. Et donc, en fait, si j'arrive à déclencher un sourire chez moi, ou quelque chose qui m'amuse moi-même, eh ben, ça m'aide en fait à écrire. C'est-à-dire que je me dis, bon ben voilà, je m'emmerde pas trop en écrivant et en me relisant le paragraphe que je viens d'écrire. Donc en fait, ça me vient naturellement d'essayer de ne pas être trop lourd, de ne pas être trop pénible, de ne pas être trop pontifiant, de ne pas être trop académique, etc. Et c'est sans doute de là dont vient l'humour, mais je ne suis pas sûr d'être un mec très drôle. C'est ça qui est étrange. Mais en tout cas, on sourit beaucoup et on rit beaucoup dans ton livre, même si, comme tu le disais à l'instant, il y a plein de passages qui alternent le rire, le sourire, la légèreté, et puis tout d'un coup l'émotion, comme lors de ce spectacle, où le dresseur, à un moment, il plonge, il remonte avec l'orque, etc., et à un moment, il ne remonte pas. Ou alors on le voit remonter avec l'orque et il replonge. Et ça dure longtemps, en fait. Il reste un moment sans réapparaître. Au début, tout le monde applaudit, croyant que ça fait partie du spectacle. Et puis après, tout le monde commence à s'inquiéter. Et là, il y a cette jeune fille, assistante du parc. Toi, tu souris déjà. C'est toi qui plonge. C'est une fille toute en combinaison noire, néoprène. Bon, dès la description de cette jeune fille, on sait qu'elle est belle. Je sais plus ce que je raconte à ce moment-là. Si. Moi, sans doute dans un coin de ma tête, je le sais. Oui, oui. Non, mais on le sait aussi, nous, tout de suite. Et elle va faire remonter Ludo, elle va réussir à le sauver. Là, bien sûr, il y a un mouvement de panique parce que tout le monde se rend compte que c'est effectivement un accident et que ce n'était pas prévu au programme. Et Seb a été subjugué par cette fille qui plonge. Là. C'est qui, pourquoi, comment Le soir même, Ludo, le dresseur, il est hospitalisé. Il est très vite hors de danger. Et puis, dès le lendemain, sur tous les réseaux sociaux, il y a des films amateurs de tous les gens qui ont un téléphone sur eux maintenant, ont filmé cet incident, cet accident. Mais pas lui. Lui qui est le seul professionnel de tout le public. N'a rien filmé. Et c'est ce qui va mettre hors de lui son producteur, John Luke. Voilà, donc ça c'est c'est aussi une réflexion sur, en effet, qu'est-ce qui, dans cette époque où tout le monde filme tout, qu'est-ce qui a encore une valeur d'actualité, qu'est-ce qui fait encore une information, qu'est-ce qui fait encore quelque chose d'utile, d'intéressant. Évidemment que lui, il était à un endroit du public où ça n'avait aucun intérêt de filmer, donc il n'a pas filmé, c'est logique en fait, vu que tout le monde filme avec son téléphone. Mais évidemment, le John Luke devient fou à cause de ça. Quelle est ta question? Non. Parce qu'il y a mais... il y avait pas... Ce qui est intéressant avec May, c'est qu'en fait, il remarque cette fille, c'est ça qui est très intéressant, c'est qu'il remarque cette fille avant qu'il se passe quoi que ce soit. Avant même que le spectacle démarre, cette fille vient installer... Elle prépare le spectacle, elle met des quilles, des ballons, des machins, tout ça. Et lui s'intéresse à elle, prétend-il, parce qu'il trouve que c'est une employée de base. Et que lui, il a cette propension, c'est une démarche de documentariste, je pense, justement, à la différence du journaliste, d'essayer de chercher des choses ordinaires, de s'intéresser aux vies ordinaires, et que cette fille qui était employée, elle l'intéresse.
dans un coin de sa tête, il n'est pas impossible qu'il s'y intéresse, d'autant plus qu'en effet, la fille semble assez jolie, même de loin. Mais en tout cas, c'est sa démarche. Et puis, comme cette fille se comporte en héroïne, c'est-à-dire qu'elle se met à l'eau, enfin c'est un truc incroyable, elle se met à l'eau pour sauver son collègue et elle y parvient. Donc tout à coup, elle passe du statut d'employé ordinaire et anonyme à héroïne de tous les médias, que tout le monde s'arrache et tout ça. Et ça lui pose un problème, parce que lui, il espérait avoir un contact de documentariste avec une employée de base, et là, ça va être plus compliqué. Bon, c'est ça, un peu le début de sa relation avec cette fille, parce que c'est une histoire qui va durer sur tout le roman, en fait. Surtout jusqu'à la dernière page, en fait. Et alors, simplement un mot sur cet accident, c'est-à-dire que je pense que vous avez entendu parler, il y a eu des accidents, en effet, avec les orques, qui sont des animaux extrêmement pacifiques avec l'homme, c'est-à-dire qu'en mer, il n'y a jamais eu un seul accident avec les orques. C'est arrivé avec des dauphins, mais pas avec des orques. Et donc, en fait, on comprend que ces animaux sont rendus tellement fous dans ces bassins qu'en effet, il y a des moments où ils pètent les plombs, quoi. Et donc, c'est arrivé à plusieurs reprises. Il y a un documentaire, il en parle dans le livre, évidemment, qui s'appelle Blackfish, que vous avez peut-être vu, qui est un documentaire extraordinaire sur ça, sur un accident qui s'est produit à Orlando. Et il y en a eu plusieurs, en fait. Plusieurs accidents, parfois avec le même orque, revendu dans différents parcs et qui attaquait parce qu'il était fou complètement. Et des gens sont morts. Hein, donc, voilà. Donc, alors, théoriquement en France, se baigner avec l'orque, c'est théoriquement interdit maintenant. Moi, je me crée une petite liberté là. Mais on a affaire à un accident qui s'est produit à plusieurs reprises, en effet, dans des bassins. Ce qui m'intéresse, moi, c'est en effet d'analyser la manière dont ces animaux ont été rendus fous, quoi. Et que tout à coup, il y a quelque chose qui échappe à toute rationalité, que cet animal, on ne sait plus s'il joue, en tout cas, il y a une sorte de nervosité, de faim aussi. Les animaux qui ont faim pour pouvoir travailler, pour pouvoir sauter, etc. C'est des animaux qui font chaque geste qu'ils exécutent, contrairement à ce qu'on nous dit, c'est pas par sympathie pour le dresseur, c'est parce qu'ils veulent un poisson et qu'ils ont faim, quoi. Donc voilà, ce gars qui se baigne, il lui chope la jambe, et voilà, comme c'est un animal qui pèse 7 ou 8 ou 9 tonnes. Mais le simple fait qu'il en réchappe prouve qu'il y a quelque chose de l'ordre de l'énervement, de l'agacement, comme un chien qui te mord, tu vois, que de volonté de tuer. Parce que les accidents qu'il y a eu, enfin là, tout à coup, c'est un peu technique, mais il y a eu des accidents, et quand un orque il te réduit en miettes, quoi. Donc voilà, il y a cette ambiguïté que je trouve intéressante, moi aussi. C'est-à-dire que ce que tu dis pas, c'est qu'il y a quelques petits passages, à certains moments, où je me permets d'être dans la tête des orques. J'allais y venir, voilà. Bon, alors je te laisse pas. Non, mais c'est juste pour essayer d'expliquer. D'abord, il y a quelque chose d'incompréhensible, mais qu'il y a tout un univers intérieur chez ces animaux que personne ne peut connaître, même pas moi, mais que j'essaye de projeter pour essayer de donner à comprendre qu'on a affaire à des êtres. Certains scientifiques pensent qu'ils sont supérieurs à nous, quoi. Moi, j'ai rencontré des scientifiques qui m'ont dit ça. Et ça, c'est très perturbant. Et du coup, écrire un roman où tu mets en scène des orques, je sais pas, presque par respect ou pour donner en effet l'idée de l'ampleur de ce que peuvent être ces animaux, je me suis permis ça, je me suis permis d'être un peu dans leur tête. Et en effet, ce Bulco, cet orque-là qui est dangereux, s'appelle Bulco, et il y a un moment où les mots dans sa tête tournent, comme lui, dans le bassin, et on comprend cette folie. Enfin, j'essaye de donner à voir cette folie-là. C'est encore une fois cette idée que les mots... Et là, c'est un travail de roman pur, c'est-à-dire d'essayer de faire en sorte que les mots eux-mêmes, dans leur manière, disent quelque chose sur l'enfermement, sur la folie, et sur la souffrance. Oui, parce que même si leurs parcs aquatiques nous paraissent grands, pour eux c'est ridicule, c'est un timbre-poste, même pas, quoi. Ils nagent sur des milliers et des milliers de kilomètres. Absolument. Et il y a 5 ou 6 pages comme ça dans le roman, alternées entre deux chapitres, où effectivement tu te mets dans la peau d'une des orques. Alors il y a Bulco, il y a Paula qui est la femelle, il y a le petit. Oui, il y a Attica qui est une orque en liberté, en Norvège. Donc on peut laisser penser qu'elle pourrait être la mère de Bulco. En fait, ce qui est expliqué, bon, moi je ne suis pas scientifique, j'ai parlé avec des chercheurs pour ne pas raconter trop de bêtises sur les orques, je m'y intéresse depuis longtemps, mais j'ai vérifié pas mal de détails. Et en fait, il y a ce qui est le plus frappant, je crois, chez les orques, c'est leur organisation sociale et la manière dont les liens sont absolument inaliénables à vie.
Et alors ce sont des sociétés matriarcales, donc c'est les mères qui ont une influence absolument déterminante, et les filles. Les mâles sont un peu plus périphériques, mais ils ne quittent jamais leur mère. Et cet arrachement-là, on sait que pour un mâle en liberté, si tu l'arraches à son clan, il meurt en quelques années. Et c'est ce mâle-là qui a été arraché à sa famille, c'est cette idée-là que j'essaie de donner à comprendre, c'est que c'est une torture à vie que cet animal va subir, du simple fait d'avoir été arraché à sa famille. Enfin, je pense que c'est même pour nous difficile à imaginer. Et en plus, j'en dis deux mots un moment, je crois, mais les autres orques qui sont avec lui sont des orques qui viennent de l'hémisphère sud, lui vient de l'hémisphère nord, et en fait, il y a des cultures chez les orques très différentes selon les endroits de la planète, donc des langages différents, donc des difficultés aussi différentes, etc. Donc, il n'est même pas consolé ou très mal par le fait d'être avec Paula, par exemple. Un peu, mais pas suffisamment. Bon, voilà, tout ça c'est un peu technique, mais je le dis simplement pour dire que, aussi quand on s'empare d'un sujet comme ça, surtout avec des animaux aussi complexes et aussi puissants, c'est bien quand même d'avoir un peu travaillé son sujet pour, non seulement pour pas trop dire de bêtises, mais aussi pour précisément nourrir le récit. C'est-à-dire que je pense que si j'avais pas lu tout ça, je ne me serais pas permis peut-être d'être dans leur tête, ou d'imaginer cette orque en liberté qui pourrait être en effet la mère de ce Bulko. Bon, voilà, ça nourrit en fait l'imaginaire, c'est ça qui est intéressant avec le travail de documentation. Et en plus, c'est des animaux qu'on ne peut pas remettre en liberté. Alors voilà, ils sont tellement compliqués que, comme toujours, les animaux très complexes, c'est difficile de les réintroduire en milieu sauvage, mais là, les orques, en plus, ça demande tellement de moyens, parce qu'ils ont besoin de tellement d'espace que c'est d'abord très coûteux, et les expériences qui sont menées, encore une fois, là, fonctionnent un peu avec les jeunes, en particulier femelles, et avec les mâles, c'est beaucoup plus compliqué. La plupart meurent. Et d'abord, ils sont incapables de se débrouiller, donc ils ne savent plus chasser, donc il faut les nourrir, enfin, c'est un peu artificiel. Par exemple, il y a des chercheurs qui pensent que ça ne sert à rien, que c'est trop coûteux, qu'il faut arrêter de les capturer, il faut arrêter qu'ils se reproduisent, il faut fermer, il faut attendre qu'ils disparaissent pour fermer les parcs, mais vouloir les réintroduire, c'est presque vain. J'en sais rien, j'ai pas de point de vue là-dessus, mais c'est une discussion. Ouais, je vais passer une pétition pas plus tard qu'hier sur un orque qui est en captivité depuis 50 ans. Il y a des gens qui demandent des signatures pour libérer cet orque, mais si on le libère, il est mort. Quoi. Oui, bah, c'est compliqué. Alors, donc, Ludo, il est hospitalisé, mais il est hors de danger, donc le dresseur. Et suite à cet accident, Seb, vu qu'il est sur Nice, en profite pour aller voir sa copine Flo, ouais, qui vit sur un bateau, mais il n'y va pas pour rien, déjà parce qu'il la connaît, puisqu'ils étaient ensemble en classe. C'est une ancienne camarade d'école de journalisme. De journalisme, et puis aussi parce que vu qu'elle est sur Nice, il a quand même une petite idée derrière la tête, il aimerait bien savoir si elle a 2-3 informations sur cette plongeuse. Bah, évidemment, comme lui, enfin moi ce qui m'intéressait, c'est aussi toute l'histoire du livre, en fait, c'est l'histoire d'un documentariste qui, quand même, au départ, a envie de faire un film sur les orques, parce qu'il réfléchit beaucoup à le sujet qui nous préoccupe tous, qui est d'essayer de retisser un lien avec la nature, avec l'environnement, essayer pour nous aider à sortir de notre délire métaniquesque, là, d'essayer de se réharmoniser un peu avec des règles de la planète. Et c'est plutôt cette réflexion presque philosophique, en fait, qui le pousse. Et c'est quand on fait du documentaire, même quand on écrit un roman, c'est toujours ça. C'est-à-dire qu'il y a un sujet très vaste, et puis après, on essaie de trouver une histoire pour raconter ce sujet. Et là, son idée, c'est ça. C'est-à-dire qu'il voudrait essayer de témoigner de la manière dont on pourrait peut-être essayer de retisser des liens avec le vivant en général, en essayant de se réincorporer nous-mêmes au vivant. Et je ne sais plus s'il le dit dans le roman, mais enfin, il dit, en gros, c'est plus facile de le faire avec des orques, en tout cas plus spectaculaire et plus vendeur pour la télévision qu'avec des vers de terre ou des mouches. Mais son idée de départ, c'est ça. Donc c'est un film très ambitieux, très intellectuel d'une certaine manière. Et le premier truc qu'il fait, c'est quand même d'aller en repérage. C'est un repérage à 2 balles. Il va à Nice dans un hôtel pourri pour aller assister à un spectacle pourri. Oui, parce que John Hughes, son producteur, lui, c'est un rat. C'est un rat, il veut rien payer. Donc il l'envoie à Nice 2 jours et il assiste à un spectacle et il se passe ça. Et donc, non seulement c'est catastrophique en termes de voix par rapport que les orques soient enfermés, mais en plus, il y a une sorte d'actualité, parce qu'une attaque d'orques, évidemment, ça fait la une, tu l'as dit, de toute l'actualité. Et lui qui voulait absolument échapper au journalisme, échapper à l'actualité, échapper au sujet facile, échapper au spectaculaire et faire des grandes réflexions philosophiques, il se retrouve embarqué dans une histoire d'abord dramatique, parce que quand même ce type a été attaqué,
ultra médiatique, et lui en retard de tout le monde, puisqu'il a rien, il est complètement à la ramasse. Et en fait, il se dépètre tout le long du bouquin, il essaye de raccrocher les wagons avec son idée de départ, avec sa réflexion sur essayer de retisser des liens, etc. Et en fait, l'histoire de cette attaque va être encore plus compliquée qu'on ne croit, et du coup, il est sans arrêt rattrapé par, en effet, la mécanique des affaires humaines, c'est-à-dire des choses pas belles du tout, des choses sordides, des choses voilà, des magouilles, des trucs, voilà. Et lui, mais ce qui m'intéressait, qui rend, en tout cas, les choses amusantes aussi pour moi, c'est-à-dire que ce gars, tu sais, c'est le cauchemar tu es presque arrivé, puis en fait, non, quoi. Et donc oui, il revient à Nice parce que évidemment qu'il est obligé d'enquêter, c'est-à-dire que son film est complètement bousculé par l'attaque dramatique qui fait la une de tous les journaux, et qu'il ne peut pas s'en désintéresser, évidemment. Donc mais le mystère de Mai, cette fille qui a sauvé son collègue, et dont il se dit que, bah oui, il faut qu'il essaye de la revoir, ouais, pour tirer un fil, quoi. Pas qu'un fil. Oh. Non, mais il est red dingue, il est tombé red dingue dès le moment où il la voit, quand même. Mais tu sais, en fait, j'en sais rien. C'est-à-dire qu'il y a des... On le prend comme ça, en tout cas. Mais oui, tant mieux. Comme ça. Voilà, toi, tu l'as pris comme ça, peut-être que d'autres un peu moins. En tout cas, moi, il y a des questions sur mes personnages auxquelles je ne sais pas répondre, parce qu'il y a plein de parties qui m'échappent d'eux. Il y a une sorte de complexité, et il y a par exemple ça, est-ce que c'est dès le début? Moi je crois qu'au début, alors peut-être que c'est inconscient, peut-être qu'en effet il y a ce coup de foudre inconscient, je crois qu'il est aussi attiré par le fait qu'elle ait une employée ordinaire, mais en effet après, en effet clairement il va la retrouver donc sur une plage, et là, ouais. Mais en plus, on comprend mieux pourquoi il est attiré par cette fille au début d'employé un peu pas star du truc, quoi, les petites mains, quoi. Parce que lui-même, il se définit comme un peu un loser, quoi. Il dit même qu'il est un reporter un peu falot, SDF avec domicile, clochard propre. Voilà, quoi. On lui paye des hôtels à bas prix. Il n'a pas une grande reconnaissance de sa hiérarchie, il est intermittent du spectacle, il cavale après les heures, il y a tout ça, quoi. Et tout d'un coup, il se retrouve au cœur d'un sujet qui va le dépasser, qui va faire prendre une autre tournure à son documentaire. Oui, mais lui, il lâche pas l'affaire, parce qu'il sait très bien qu'il ne sera jamais à la hauteur pour faire une enquête sur ce qui s'est passé, Après, ce qui est intéressant dans ce que tu dis, c'est que d'abord, c'est la réalité des réalisateurs de documentaires, c'est-à-dire que quasiment tous, à part quelques-uns, c'est comme les romanciers, c'est des traînes savates qui ont beaucoup de mal à vivre de leur métier, et donc qui font souvent autre chose entre deux films, et qui de temps en temps réussissent à faire un documentaire contre vents et marées, en étant payés des queues de cerises, etc. Donc ça, c'est une réalité que je connais, que je retranscris un peu là. Et puis par ailleurs, lui, je pense qu'en effet, il a une personnalité... je sais pas, je pense qu'il il se dévalue un peu, mais c'est quelqu'un qui, en effet, se considère en tout cas comme quelqu'un d'absolument moyen, sans gros intérêt, et qui a un travail à faire sur lui. Enfin, c'est quelqu'un qui, pour moi, c'est quelqu'un qui a des difficultés aussi, justement, qui ne cesse de s'auto-dévaluer, et qui a un petit problème par rapport à ça. Est-ce que ça vient de son échec professionnel dans le journalisme? On ne sait pas trop. Mais en tout cas, moi, je trouve que ce qui est intéressant dans ce genre de personnage, c'est que justement, il y a une sorte de récipient un peu vide qui va se remplir petit à petit. C'est-à-dire que quelqu'un qui affiche une personnalité très forte, je trouve que c'est un peu sans surprise. C'est-à-dire quoi, le gars, ok, il est lâche, ou il est courageux, ou il est beau, ou il est moche, j'en sais rien. Quelqu'un qui est un peu indéfinissable, il y a une patte à modeler un peu plus, tu vois, qui permet des évolutions plus intéressantes pour moi. Et puis je ne sais rien, en fait, c'est typiquement aussi le genre de question à laquelle je ne sais pas répondre. Il est très attachant surtout. Ah, merci. Non, mais de par son côté un peu loser comme ça, et puis, mais en même temps, il lâche rien. Oui, non. Il lâche rien parce qu'il sent en même temps que son documentaire est en train de prendre un virage, lequel il ne sait pas encore, mais et voilà, il veut savoir, il va s'accrocher, il va aller au bout de son histoire. Et notamment, les faits sont publiés succinctement par un journaliste de la Provence,
un journaliste sportif qui rapporte les faits de l'accident au parc d'attractions, où il dit d'ailleurs que les journalistes sportifs sont au journalisme ce que les majorettes sont à la danse. C'est lui qui le dit. Moyennant quoi, il va rencontrer ce journaliste et il va tomber de haut, parce que le gars en fait est super malin. Alors déjà, ce qui se passe, c'est qu'il dit ça à May, qu'il rencontre sur la plage. Oui. Et c'est le mec de... Et voilà, et elle lui dit, tu veux que je te le présente? Et il se trouve que c'est en effet son compagnon, donc mauvaise pioche. C'est le gars qui gaffe aussi pas mal, comme ça. Et en effet, il lâche rien. Alors d'abord, il y a cette histoire d'attraction, d'attirance pour May. Et puis en effet, après, alors je ne sais pas ce que tu as prévu de dire, mais en tout cas, il y a un moment dans le livre où tout à coup, de temps en temps, à plusieurs reprises, l'histoire rebascule dans le drame, puisque en fait le Ludo, qui n'était que blessé, va finalement décéder de ses blessures. Tu voulais le dire, non? Oui, bien sûr. Non mais vas-y. Et que du coup, en fait, quand tu dis il est rattrapé, moi je pense qu'il n'a aucune envie de partir sur cette histoire. Pas vraiment. Lui, il veut aller filmer des orques, tu vois, en liberté et tout ça, mais en fait, cette histoire impacte son film sans qu'il puisse y échapper jamais. Et quand Ludo meurt, et quand, y compris lui, Marius aussi... Marius Freccero. Ouais, Freccero, ouais. Marius Freccero, ouais. Les noms, c'est important. Quoi qu'on... Ça, c'est pareil, tu vois, c'est le genre de truc... il faut, à chaque fois que tu choisis un nom, tu essayes d'échapper aux clichés, aux trucs un peu trop faciles et tout, mais en même temps, à vouloir trop y échapper, tu te prives de quelque chose qui est extrêmement efficace, qui est que quand tu décris pas un personnage, tu vois, par exemple, moi je décris très peu le physique des personnages. On sait qu'il est beau gosse, Marius, quand même. Hein. Ouais, un beau mec. Ouais. Ça, c'est Flo qui lui dit, ouais. Ou je sais plus, enfin bon. Mais sans plus, tu vois, et je trouve que du coup, les noms, ça a une importance, parce que ça fixe tout de suite quelque chose d'un peu inconsciemment important, ouais. Marius, ouais. Et puis on va apprendre un peu plus tard que Marius va décéder, lui aussi, de manière un peu surprenante. Il est parti sur un bateau de milliardaire à la pêche au gros et il ne revient pas. Entre-temps, Seb est retourné à Paris. Ça, j'ai bien aimé ce passage aussi, hein, parce que ça, on sent le vécu quand même. Tu veux pas dire le contraire. C'est du dîner chez John Luke. Ah oui, en fait, il est invité à une partie, un dîner chez son producteur. Et là, pareil, il y a une galerie de portraits qui... c'est-à-dire que, oui, en fait... On sent quand même le vécu et une bonne idée du monde de la télévision, quoi. Oui, mais ça, c'est sûr. Enfin, certains producteurs... Comme toujours, j'essaie de pas fixer mon imaginaire sur des gens vraiment précis, parce que c'est problématique quand même de s'inspirer d'un cas existant, mais que ce soit le producteur ou encore plus les responsables de la chaîne de télévision. Oui, ça c'est vécu aussi. Ouais. Bon, mais en fait, ce que j'ai envie de dire, c'est que moi, ce qui m'intéresse le plus, c'est plutôt ça, c'est-à-dire de parler de certaines ambiances, de certaines dérives de notre époque, à travers des scènes particulières comme ce dîner, comme cette réunion avec les conseillers de programme de la télévision, comme cette visite au parc aquatique, comme le déplacement qu'il va faire en Norvège, etc. À chaque fois, ce sont des scènes pour moi qui sont fortes d'un potentiel de récit et d'impression intérieure et de décryptage de notre époque. Après l'intrigue, ce qui est compliqué, c'est que si on s'accroche à l'intrigue comme on le fait là, de manière un peu décousue et un peu compliquée, c'est-à-dire il y a eu un accident dans un parc, le gars était que blessé, finalement il meurt, il y a un journaliste qui enquête qui disparaît aussi. Bon, moi j'utilise un récit avec une sorte d'intrigue un peu problématique qui va justifier qu'au début il prétend faire sauter la République. Ouais. Mais d'une certaine manière, c'est pas le plus important pour moi. C'est-à-dire que c'est presque une facilité en fait. Ou en tout cas, pour moi, c'est un filet de sécurité. C'est-à-dire que je me dis, je raccroche mon histoire à quelque chose qui est un peu mis en place, qui est une histoire de scénario. Moi, au départ, j'étais scénariste. Et donc, j'essayais de faire en sorte que je conduis le fil d'une narration avec un début, un milieu, une fin qui évolue, etc. Mais d'une certaine manière, et c'est ce qui m'intéresse maintenant dans le roman, c'est le fait que c'est plutôt les moments, indépendamment les uns des autres, qui me permettent en effet de décrypter un certain nombre de choses et de faire vivre des émotions particulières à des moments particuliers. C'est-à-dire quand il retrouve cette fille sur la plage, ou quand il est dans ce dîner insupportable avec ce gratin parisien. Ça parle politique aussi. Ah, bien sûr.
Dans le roman, on a un nouveau président de la République qui s'appelle François Thomasson, qui aura un rôle important aussi à jouer dans tout ce fil narratif, justement, qui peut paraître décousu comme ça au début du roman, et qui, à la fin, tout va s'imbriquer comme un Rubik's Cube, en fait, comme un... Oui, là, il ne faut pas trop en dire. Hein, ah non, mais tout s'imbrique. Ouais. Tout s'imbrique. Il y a aussi un très beau passage sur le voyage en Norvège, sur le bateau, sur la plongée avec les orques. C'est quelque chose que tu as vécu, ça? À ton avis? Je pense que oui. Je ne sais pas si je dois répondre à ça. En fait, oui, non, je ne sais pas. Le principe d'un roman, c'est aussi d'inventer des univers et de s'y plonger, c'est le cas de le dire. Donc, je vais répondre à ta question. Non, je ne suis pas allé en Norvège, mais j'aurais adoré, évidemment. Et j'adorerais toujours, bien que je sois un peu vieux pour aller plonger dans des eaux aussi froides. Mais moi, j'adore. D'abord, je pense que ce qu'on peut dire sur le bouquin, c'est aussi que moi, j'ai beaucoup plongé. J'adore l'eau, j'ai beaucoup nagé. Et je trouve qu'il y a quelque chose... il y a quelque chose de physique. Enfin, tu vois, les impressions physiques, elles sont une matière aussi littéraire. Et je trouve que... Il y a eu des romans dernièrement, d'ailleurs, sur la nage, beaucoup. Tu vois, ça ne m'étonne pas, parce que je trouve qu'il y a quelque chose d'intéressant dans tous les sports en général, et dans le contact à l'eau, et dans la natation, et dans, tu vois, les sensations corporelles, le son de l'eau, etc. Et donc, en tout cas, je sais un peu de quoi je parle quand je parle de l'eau et de la plongée, etc. Mais je ne suis pas allé en Norvège, j'ai lu des témoignages, j'ai vu tous les documentaires existants sur les histoires d'orques en Norvège, etc. Donc, le roman sert à ça aussi, c'est-à-dire à vivre ce qu'on ne peut pas vivre. Je ne connais pas de mai, je ne suis jamais allé en Norvège, et il y a bien sûr une part de plaisir à vivre en écrivant ce qu'on aimerait vivre, en fait. Je crois que c'est aussi simple que ça. C'est le cas en effet d'une plongée avec les orques, voilà, en restant bien au chaud. Mais oui, j'adorais, bien sûr. Tout ce passage solo avec les orques, etc., c'est des choses que tu as lues, des documentaires que tu as vus, ça? Alors, pareil, tu vois, je vois beaucoup de choses, puis après, j'essaye de tout oublier pour essayer quand même de me réapproprier quelque chose qui soit un peu personnel et un peu particulier. Donc ça, c'est difficile, de faire la part des choses entre les choses que tu captes vraiment précisément et que tu reproduis, et puis les choses, au contraire, qui se sont infusées, et puis qui ressortent de manière un peu diffuse, sans trop qu'on sache trop. Il faut essayer de faire ça. Donc là, si tu veux, j'ai des images en tête, bien sûr, d'images sous-marines. Et ce que je sais aussi, alors par contre, ce que je sais, c'est la manière dont, en plongée, si tu veux, si tu te mets dans une eau, et l'eau elle est glacée là-bas, quoi. C'est une eau glacée. Et en fait, plonger dans une eau glacée, même avec des combinaisons étanches, c'est extrêmement difficile. Et si, en plus, tu es un peu ému, et je pense que plonger avec des animaux de 10 mètres de long... dans une eau glacée, c'est forcément, tu vois, t'es forcément dans un état particulier, et que du coup la plongée devient très difficile. Et ça, je l'imagine volontiers, c'est ça qui se passe en fait. C'est-à-dire que bon, Flouel, c'est une bonne plongeuse, il y a un ou deux bons plongeurs, mais lui, il est avec un couple de Belges qui est là, et qui est plutôt habitué aux Maldives et aux Antilles, et en fait, ça galère quand même beaucoup. Et ça, je pense, c'est très crédible, parce que la plongée, c'est très méditatif, c'est-à-dire qu'il faut que tu respires le plus lentement possible, par exemple, il faut économiser ton air, et tout ça. Donc, en fait, il faut, tu vois, il y a un travail sur soi, un travail intérieur très important. Et quand tu flippes, c'est juste pas possible, quoi. Et c'est le cas, là. En plus, ils sont en apnée, hein, ils n'ont pas de bouteille, donc il faut vraiment... Donc voilà, ça, je sais un peu de quoi je parle, mais je n'ai pas, et j'adorerais, évidemment, mais en même temps, si tu veux, je pense que, tu vois, par exemple, je le dis, à la fin au Canada, c'est interdit de plonger dans les endroits où il y a des orques, même au tuba. Et je trouve ça plus sain, en fait. C'est un peu bizarre, parce que c'est un vrai business, maintenant, c'est ce que je raconte aussi un peu. Il y a un business du whale watching, et d'aller plonger avec les orques, et de... Tout est récupéré. Et je me dis, bon, outre le fait que j'ai absolument pas les moyens de payer ça... parce que ça coûte cher, hein, visiblement. Ben oui, ben forcément. Ouais. Je crois que c'est 6 500 €. J'en sais rien, la balade, c'est des chiffres. Ouais, c'est des chiffres que j'ai pas... Bon, c'est des fourchettes, après, il y a tous les prix, mais... Forcément, il y a l'avion, il y a le bateau, il y a le matériel. C'est ce que je dis d'ailleurs à un moment, c'est-à-dire que il y a un côté, si tu veux, il y a un moment je le dis, je crois, quand je parle du public au début qui va dans ces Marineland,
Je dis évidemment, ce sont des gens qui sont évidemment moqués, décriés par tous les gens qui pensent que c'est un scandale dans les delphinariums et que pour voir des orques, il faut aller les voir en liberté, mais pour aller les voir en liberté, il faut débourser un paquet de milliers d'euros. Et c'est donc une attitude extrêmement élitiste aussi de dire, tu vois, voilà. Outre le fait qu'évidemment tout le monde ne peut pas y aller, sinon... Voilà. Mais comme le dit très bien Seb dans le roman, gamin, on a tous été voir les ménageries du cirque Pinder, voir le lion, le tigre, l'éléphant attaché à une chaîne énorme. Voilà, et on s'extasiait de pouvoir voir des animaux. Oui, bien sûr. Et puis à une époque où en plus ça posait de problème à personne, pas aux adultes non plus. Donc oui. Mais ça, je pense que c'est des mentalités qui évoluent. Ces parcs d'attractions, c'est des espèces de zoos modernes en fait. Oui, bien sûr. Mais bien sûr, c'est pire que des zoos, parce qu'encore une fois, ce sont des animaux très particuliers qui nagent, comme tu l'as dit, des centaines de kilomètres par jour. Enfin, tu vois, et dans un truc qui fait 30 mètres de long. Enfin, Mais alors, ce que je veux peut-être dire aussi par rapport à cette histoire de delphinarium, c'est que lui-même, si tu veux, il est rattrapé sans arrêt par cette histoire. Les delphinariums sont un scandale. Mais les delphinariums, oui, c'est un scandale. Tout le monde est d'accord, tu vois. C'est-à-dire que ça fait plus débat. Même les hommes politiques, même la Commission européenne a voté des lois qui, alors, évidemment, comme toujours, on peut y échapper en prétendant faire des études scientifiques, etc. Donc c'est toujours très complexe. Et en tout cas, ça ne crée pas de débat, tu vois. Et du coup, mais la télévision s'accroche à ça. Oui, c'est un scandale, tu vois. C'est-à-dire ce qui est spectaculaire, ce qui est facile à filmer, ce qui en plus provoque des accidents de temps en temps, l'écume des choses d'une certaine manière. Et c'est ce à quoi lui, en tant que documentariste, il voudrait échapper. C'est-à-dire essayer de faire un film pour essayer de nous faire comprendre de l'intérieur ce que sont les orques, à quel point elles peuvent nous apprendre, elles, quelque chose qu'on a oublié nous-mêmes, etc. Et ça, c'est loin des delphinariums, c'est beaucoup plus compliqué. Tu vois, et du coup, c'est ce que je veux dire aussi là-dedans, c'est-à-dire que cette histoire d'échapper des lieux communs, tu vois, qui consiste à dire, bah oui, je sais pas moi, il faut arrêter de boire de l'eau dans les bouteilles en plastique, il faut... Toutes ces choses qui sont assez faciles et assez immédiates, en fait, elles sont très très loin du compte par rapport aux problèmes auxquels on fait face. Et lui, il est rattrapé par ça aussi, c'est-à-dire qu'en effet, les delphinariums sont un scandale. Mais encore une fois, les delphinariums sont un scandale, je pense que ça fait l'unanimité, d'une certaine manière. Et c'est la raison pour laquelle on en parle autant. Quand un sujet fait l'unanimité, on en parle beaucoup, tu vois. Parce que ça pose de problèmes à personne, en fait. Alors là, ça pose des problèmes au business qui est derrière, parce qu'ils feront autre chose, tu vois. Et d'une certaine manière, c'est ça qui est compliqué. C'est-à-dire que un journaliste va faire un sujet pour dire un delphinarium, c'est un scandale. Oui, tu vois. Mais expliquer que pourquoi ils existent encore, parce qu'il y a un fonds de pension américain qui veut 15% de retour sur son investissement et que ça ne s'arrêtera pas tant que c'est eux qui décident et que ces gens ont la main sur les politiques, ça c'est plus compliqué à démontrer. Et c'est ce que le bouquin essaie d'expliquer. Voilà, donc c'est ça aussi la différence entre le journalisme et peut-être, tu vois, un documentaire qui essaye d'aller au fond des choses, quoi. Voilà, et suite à ce documentaire sur les orques qu'entreprend Seb, il va se retrouver plongé dans une aventure qui va l'emmener de Nice, en Norvège, à Paris, au Canada. Voilà, et vous découvrirez tout ça en lisant ce livre qui est une tuerie vraiment, c'est le cas de le dire. Non, mais vraiment, on ne le lâche pas, quoi. Alors, comme dans tous les romans, il y a une part faite à la musique, quand même, où on retrouve... alors, c'est forcément des groupes que t'aimes, sauf Jean-Jacques Goldman, apparemment, que Seb n'aime pas du tout. Mais en fait, j'ai rien contre lui, je ne sais pas pourquoi. Bah, Seb, si. Oui, voilà, c'est ça. Seb, ouais. Seb, si. Bon, on retrouve The National, qu'on avait retrouvé aussi dans L'Os de Lebowski. C'est vrai. Les Dandy Warhols. C'est des groupes qu'on va retrouver tout à l'heure. Alors, les Dandy Warhols... D'abord, juste la dernière partie du bouquin, c'est le voyage que Sébastien décide de faire au Canada sur ses propres moyens. Et c'est un passage qui est important parce qu'en fait, c'est là où il coupe les amarres avec la télévision, avec même son producteur. Ça, le producteur paye rien, il prend sur son propre argent et il part au Canada. D'abord pour retrouver May, et puis pour essayer de comprendre ce qui s'est passé quand même avec Marius, avec tout ça. Bon. Et je trouve que c'est intéressant dans le parcours de ce personnage qu'il décide en effet de se jeter dans le vide d'une certaine manière. Et il traverse l'Atlantique
et le continent américain pour aller retrouver cette fille et essayer de démêler les fils de cette histoire. Et j'espère en tout cas que le roman change un peu de ton, là, Complètement. qu'il se retrouve tout seul, et qu'en fait, il touche du doigt ce qu'il voulait faire depuis le début, c'est-à-dire quelque chose de très différent, de plus profond, de plus vrai, etc. Et je dis tout ça pour dire qu'en fait, il va à Vancouver. La baie de Vancouver, c'est un endroit où l'observation des orques absolument exceptionnelle. C'est là où on en voit le plus, en fait. Et c'est pour ça que May travaille là-bas. Bon. Et il se trouve que Vancouver, c'est pas très loin de Portland, que Portland, c'est la ville de Dandy Warhol, c'est que il y a quelque chose... il y a dans la musique de Dandy Warhol, c'est quelque chose qui m'inspire, dans le côté un peu foutraque ou un peu ironique, peut-être. Et qu'il y a un patron de bar à Vancouver qui se trouve être un bon pote du chanteur des Dandy Warhols. Donc il y a un clin d'œil, oui, en effet, aux Dandy Warhols. Tu sais, dans un roman, on met des tas de trucs, parce que, sans pouvoir l'expliquer jamais, c'est pour ça que c'est un peu ridicule d'en parler. Il y a quelque chose de non-pensé, de spontané, et c'est ça qui est important à préserver un peu quand on écrit, c'est d'essayer de pas, que tout ne soit pas pensé, justement, qu'il y ait quelque chose de l'ordre du non contrôlé et qui finit par donner ou pas quelque chose. Mais en tout cas, le fait qu'il y ait cette musique-là, à ce moment-là, en fait, lui, dans ce bar, il est très très mal à Vancouver parce qu'il est tout seul et qu'il est perdu un peu. Et quand il se retrouve dans ce bar avec ce personnage de barman, enfin de patron de bar étonnant, copain du chanteur des Dandy Warhols, tout à coup, il y a un grand apaisement pour lui. Il y a une porte qui s'ouvre. Voilà, et il y a une porte qui s'ouvre. Conversation. Absolument, ouais. Alors, dans le roman, Seb, il tacle un peu France Inter. Oui, sûrement, pourquoi pas. Mais ça revient deux ou trois fois, je crois. Ah oui, oui. C'est-à-dire que pour moi, France Inter, c'est marrant que tu me dises ça, parce que comment dire, il y a évidemment une symbolique de France Inter qui est la sorte de bien-pensance vaguement progressiste, un peu à l'autre, tu vois, un peu. C'est-à-dire que c'est comme le dîner avec les producteurs, c'est-à-dire qu'il y a quelque chose de gens qui se veulent progressistes, mais qui sont des gens qui sont dans une situation tellement confortable que en fait le monde leur va très bien en fait. Et rien ne doit changer, tu vois. Donc en fait, ils passent leur temps à nous expliquer en quoi ça pourrait être mieux, en quoi, mais pas trop. Pas trop changer non plus, parce que ça leur va en fait, tu vois. Et cette hypocrisie-là m'insupporte plus que tout. Mais j'aurais pu dire... Oui, il y en a d'autres. Enfin oui, tous presque. Mais France Inter, c'est un peu une quintessence. Enfin, je sais pas, moi, je sais pas si vous écoutez De Morand le matin. Mais... Si, c'est... à force, on l'écoute plus, quoi. Non, puis en plus, lui, c'est quelqu'un qui a fait des études littéraires, qui est un garçon intelligent, et donc en plus, qui nous annonce... Oui, ça y est, ça me revient. Il y a la citation de Camus, un homme, ça s'empêche et tout ça, oui, mais... Tu vois, alors pour le coup, c'est vraiment de la philosophie de comptoir, et France Culture, ça devient pareil. C'est un peu mieux, mais bon, bref, voilà. Là, je vais m'arrêter, parce que c'est bien. Je vais plus m'arrêter. T'es documentariste ou pas? Oui, non, mais bien sûr, c'est pour ça que je parle très librement. Exactement. Alors, il y a aussi un joli clin d'œil dans le roman à Los de Lebowski, puisque Seb n'est ni plus ni moins que le neveu de Jim. Ouais, alors... ça, je ne saurais pas expliquer la genèse de ce truc-là. En tout cas, les gens qui ont lu Los de Lebowski, il y a un clin d'œil, c'est ça. Ça fait du bien. Ah ouais, c'est bien. On est content. Ouais, c'est bien. Non, mais ce qui se passe, c'est qu'en fait, ce personnage de Sébastien, il a quand même, il le dit, que sa mère lui disait qu'il ressemblait un peu à son oncle, et il a quelque chose qui rappelle un peu. Ah bah, des apartés déjà. Ouais, voilà, c'est-à-dire, et puis une sorte de regard sarcastique, en effet, surtout. Et donc, je me suis dit, il y a une telle correspondance qu'il vaut mieux l'assumer. Et du coup, ouais, je me suis dit, il y avait un petit lien familial entre ce Jim Carlos et Sébastien Yado. Il y a une origine un peu espagnole chez les deux. Et en effet, bon, je me suis dit qu'il y avait... Si tu veux, je vais te raconter l'histoire. C'est que Philippe Ray, en fait, quand il m'a parlé de la suite de Los de Lebowski, moi j'étais parti sur des idées très noires, très, très différentes. Et lui m'a encouragé à poursuivre dans la veine plutôt de Los de Lebowski qui a bien marché, tu vois. Et comme c'est assez facile pour moi de raconter n'importe quoi, de faire des digressions, tu vois, il y avait une vraie résonance et un vrai parallèle entre les deux récits. Et donc
il m'a semblé d'une certaine manière un peu honnête aussi de reconnaître cette filiation-là. Quel est le point de départ de ce roman? Tu décides de faire un roman sur un documentariste, tu décides de faire un roman sur les orques, sur les delphinariums? Comment ça se passe? Ah là là. L'idée de départ? Mais j'en sais rien, vraiment j'en sais rien. C'est-à-dire que... Alors je vais t'expliquer. Ouais, c'est bon. J'aimerais bien, si tu peux me donner quelques clés. Je n'arrive pas à me souvenir de ça. Je pense que, tu sais, dans ces cas-là, pour démarrer un roman où tu sais que ça va te prendre la tête pendant des mois, voire des années, tu as intérêt à bien réfléchir avant. Et c'est ce que je fais. Donc j'ai laissé passer beaucoup de temps quand même avec Lebowski et tout. Et après, en fait, il y a des choses qui t'imprègnent un peu et qui peuvent être diverses, en fait. Et je pense que moi, ce qui m'a attiré, c'est la mer. Tu vois, de raconter quelque chose qui soit en lien avec la mer et avec ce que je te disais sur l'élément aquatique. Et puis après, j'ai des petits comptes à régler avec la télévision aussi. Je me suis dit, je vais glisser un petit peu de télévision pour raconter un peu de l'intérieur, des choses que je sais quand même. Et puis après, tu mélanges, et puis ça fait quelque chose ou pas, d'ailleurs. Tu vois, par exemple, la grande question, c'est de savoir si je me mets dans la peau, comme je l'avais fait avec Los de Lebowski. Au départ, j'avais pas trop envie, puis je me suis dit, justement, si je veux me mettre dans la veine de Lebowski, je suis obligé de faire ça. Je suis obligé de me mettre dans la peau de ce gars. Et je me suis dit, ce gars, et je voulais pas que ce soit Jim Carlo, je voulais que ce soit un peu différent et tout. Donc ce qu'il a de différent, c'est qu'il est beaucoup plus jeune. Il a une trentaine d'années, et moi qui suis très très loin maintenant de cet âge, je me disais, bon, ça c'est une difficulté particulière, mais ça m'amusait aussi beaucoup d'essayer de voir par quoi il était préoccupé, tu vois, ces histoires de nana et tout ça qui sont... Bon voilà, et donc en fait, il y a des idées qui viennent un peu de différents endroits comme ça, et puis tout à coup, en effet, tu te dis, bah voilà, le gars, en effet, c'est pas Jim Carlo, il a 30 ans, il est réalisateur de documentaires, il est pigiste, donc c'est dur, il a une idée très intello, qui va faire fuir en courant tous ses interlocuteurs de la télé. Et donc là, il y a une situation qui m'intéresse en termes de dramaturgie, parce que je me dis, le gars, déjà, il est mal. Et puis, alors moi, j'ai été très frappé par ces accidents d'orgue. Évidemment, je suis scandalisé comme par tout le monde par ces animaux. Et les images du documentaire qui existe sur ces attaques d'orgue, elles sont épouvantables. Et quand tu es comme moi, pas suffisamment sûr de ta plume et de ton talent littéraire, tu te raccroches à des histoires un peu spectaculaires ou à une intrigue politique ou machin, tout ça. Je dis pas ça pour dénigrer tout ça, parce que ça m'intéresse beaucoup de mettre en place une histoire avec une cohérence et de raconter des scènes un peu spectaculaires. Mais c'est quand même une facilité quand tu as un peu peur de ta plume. Bon. Et simplement pour dire que les attaques d'orques, alors évidemment, raconter sur le papier, c'est pas tout à fait la même chose, mais quand même, il y a quelque chose d'extrêmement saillant et qui j'espère en tout cas, essaye, tu vois, met une tension tout de suite dans le récit, quoi. Alors merci beaucoup. Bah, merci à toi, Nico, c'est vraiment très sympa. Merci à toi surtout. Et à vous et à Christelle. N'oubliez pas Métanique, Le Smoking des Orques, et pour celles ou ceux qui n'ont pas lu Los de Lebowski, allez-y vraiment, les yeux fermés. Merci beaucoup. Merci beaucoup.